Et pour lancer cette session, qui de mieux que Emmanuel Vivier, notre cofondeur du Hub Institute, pour revenir justement sur les bonnes pratiques en small data, exploiter la data client pour personnaliser son expérience. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Emmanuel Vivier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on arrive au bout. On a déjà fait 3 petites sessions de rappel des bonnes pratiques sur la small data. Sur ce sujet qu'on explore tous les jours et particulièrement pendant ces 2 journées. Effectivement, déjà, il faut commencer par connaître ses clients. Et ça, c'est facile à dire, mais quand on parle de vue omnicanal, de vue à 360 degrés, on voit bien que finalement, on pense toujours les connaître et on ne les connaît pas tant que ça. Alors on a les études, je sais que Kantar est dans la salle, on a les enquêtes, on a les sondages, on a les analytics, on a les données comportementales, les données transactionnelles. On voit bien qu'on en a un peu partout. Mais finalement, ce n'est pas toujours simple. Des fois, on a des données en magasin, on a des données liées à des rendez-vous, par exemple, on a des données liées au site e-commerce, on a des données liées à la publicité. Et finalement, on voit bien que tout ça, à un moment, il va falloir l'agréger de manière cohérente. Et c'est là où, effectivement, on va parler de CDP pour réunir un tout petit peu tout ça. On connaissait la DMP, plus sur la partie publicitaire, finalement, pour connaître le client avant qu'on le connaisse réellement, parce qu'au début, c'est qu'un cookie, c'est qu'un visiteur, c'est qu'une personne qui a été exposée à une campagne. Mais on peut commencer à déjà le traquer et avec le CRM onboarding, à terme le reconnecter avec la base de données CRM. Le CRM, là, on a des données liées soit à l'email, soit encore mieux aux transactions. Mais c'est vrai que si on veut aller plus loin, si on veut fusionner les données des gens qu'on ne connaît pas encore avec la publicité, des clients déjà existants avec le CRM, ou en tout cas des inscrits, effectivement, une CDP, c'est un petit peu la nouvelle étape pour beaucoup, pour avoir une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus enrichie, qui va nous aider demain à personnaliser les choses. Et on voit qu'on a une accélération des entreprises qui ont déployer une CDP en 2020 et évidemment en 2021, en 2022, ça continue. Alors c'est des investissements et évidemment, on a plutôt les grands groupes qui sont lancés en premier. Les ETI vont suivre, mais c'est un petit peu la logique, c'est demain plus avoir sa base de données client offline, sa base de données client online, ou d'un côté l'achat média, de l'autre le CRM, avec des équipes qui ne se parlent pas ou qui n'ont pas d'outils tout simplement pour pouvoir travailler ensemble. Et effectivement, cet intérêt renforcé, il vient d'abord de l'explosion du e-commerce. À partir du moment où l'e-commerce a explosé, alors ça c'était en 2020, on avait en 8 semaines quasiment l'équivalent de 10 ans de progression du e-commerce. Ça s'est un peu calmé depuis, mais enfin, on n'est pas du tout revenu à avant. Et on a bien vu que plus que du e-commerce, en fait, le sujet c'est l'omnicanal, avec le click on collect ou le drive, et avec toute cette nécessité demain de ne plus avoir 2 canaux, de plus être multicanal, mais vraiment de travailler main dans la main et de suivre ce client qui, des fois, achète sur Internet, des fois dans le magasin, des fois passe de l'un à l'autre, des fois voit des campagnes online et vient en magasin, des fois voit des campagnes offline et va sur le site e-commerce. Et en plus, on va dire, tout simplement de répondre à ce nouvel usage, ces nouvelles attentes du client qui, lui, a pris goût. On va dire avant, c'était un peu... Le plus simple, c'était d'aller en magasin, c'était un peu plus compliqué d'aller en ligne. On va dire aujourd'hui, c'est presque plus facile d'aller en ligne. Et le plus compliqué, c'est d'aller en magasin. Tout le monde a accéléré, les interfaces se sont améliorées, la personnalisation s'est améliorée, la vitesse de livraison s'est améliorée. Donc du coup, on a besoin de données pour pouvoir répondre à ces attentes. Et effectivement, des données, il y en a plein. On a la first party data quand on est sur son site. On a la seconde ou third party data quand on travaille avec des partenaires. Sauf qu'en ce moment, avec les cookies sur la seconde et la third, ça se complexifie un peu. Et on voit que tout le monde, Carrefour, Casino, Monoprix, je pourrais en mettre beaucoup d'autres, sont tous en train de redécouvrir la donnée qu'ils avaient des fois déjà. Les sorties de caisse et surtout la carte de fidélité. C'est Carrefour qui veut faire une super app. On voit bien toute cette logique. On l'a vu avec le succès d'Amazon Prime. Quand vous avez 28% des Français sur Amazon, abonnés à Amazon et 86% des foyers américains, quand en moyenne on dépasse $800, on dépense $800 de plus quand on est abonné à Amazon Prime, ça intéresse tout le monde de fidéliser, de garder, surtout sur un marché un peu mature, et puis de profiter de cette relation, de cette connexion pour proposer des réductions, des services en plus en échange de cette connaissance client. Alors évidemment, on personnalise le site. Effectivement, soit sur son comportement. Donc là, on le voit par exemple chez Page Jaune.
soit tout simplement en fonction du profil chez Rakuten, ou pour une demande d'essai personnalisée, voilà, un petit call to action chez Toyota. Donc ça, c'est pas des choses très complexes, on ne parle pas d'intelligence artificielle, des fois, voilà, c'est juste pouvoir essayer de comprendre l'intention, le profil, pour proposer une action, proposer un contenu, proposer un service qui fasse du sens. Et puis, c'est tout simplement transformer ces visiteurs en clients. Et là, on peut utiliser aussi de la personnalisation liée à la météo. En fait, Club Med, on peut partir à la mer, on peut partir à la montagne. Plus on peut le savoir ou le comprendre en avance, plus a priori, on perd un clic ou 2 clics de moins et on gagne du temps aux visiteurs. La même chose pour aller aux pneus, s'il se met à neiger et on est en plein hiver, on va peut-être pas proposer exactement la même gamme que si on est en plein été, sauf si les gens sont vraiment en avance. On peut aussi réactiver des clients et des visiteurs inactifs. On s'aperçoit des fois le nombre de paniers abandonnés ou des gens qui ne sont pas revenus depuis longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être leur proposer un discount et finalement aller finir ou finaliser le panier qui était resté en suspens. Il y a plein d'idées à faire et là, ce n'est pas des choses encore d'une sophistication, d'une complexité énorme. On peut le faire évidemment au niveau de l'emailing et du CRM. Finalement, le bon vieux emailing, il est loin d'être mort, il est toujours là. On a les réseaux sociaux, on a les SMS aussi qui marchent toujours très fort, mais finalement l'emailing, c'est aussi un moyen de pouvoir aller toucher, transformer, conquérir les internautes. Et effectivement, ça touche beaucoup de monde, 4,2 milliards d'utilisateurs d'email dans le monde. Finalement, c'est quelque chose, il n'y a plus de problème d'iOS ou d'Android. L'email, ça marche pour tout le monde, ça marche surtout sur mobile. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'emailing et le CRM, déjà d'hyper personnaliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut personnaliser le moment où on l'envoie, l'objet, le contenu, les visuels, les offres. Pour ça, souvent, on va utiliser de l'IA, parce que si on doit faire ces 50 segments à la main et ces 200 créas, on n'a pas fini. Le test and learn, c'est vrai que souvent, l'idée, c'est de pouvoir tester, changer. C'est pas parce qu'on a trouvé une tactique qui fonctionne que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, elle fonctionnera encore. Et puis, il y a évidemment ce sujet de la confidentialité, de la privacy, du consentement, qui n'est pas anodin, qui devient de plus en plus exigeant au niveau de la loi, et puis même au niveau tout simplement du respect et de la confiance des utilisateurs. Et on voit bien que finalement, plus on a un email promotionnel lambda, moins on va avoir envie de l'ouvrir, et plus ça ressemble à du spam. Donc on est tous à déjà essayer des fois de se désabonner désespérément, mais des fois on se prend même pas la tête. On crée une règle, ça va être envoyé dans le dossier spam, donc ça coûte cher d'envoyer des emails que les gens ne le liront jamais. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident de pas sursolliciter, trouver la bonne fréquence, la bonne pression publicitaire en termes d'emailing, mais c'est surtout aussi des fois innover et repenser régulièrement ces formats. Juste pour info, rien qu'au Web Institute, on envoie 1 million d'emails par an. Coucou à l'équipe de Faustine au marketing, et ils font quasiment 400 créas d'emails différents pour pouvoir envoyer vers des segmentations et des ciblages différents. On est 70. Je pense que vu la taille de vos boîtes, vous devriez pouvoir arriver à faire ce type de segmentation. C'est possible, c'est du travail, mais c'est possible. Et effectivement, demain, on va être accompagné par des outils qui vont nous aider à savoir peut-être à optimiser l'heure d'envoi ou le jour d'envoi. Demain, on a même des IA qui sont en train d'arriver pour créer des textes à la volée ou enrichir des textes à la volée. On va pouvoir personnaliser certains champs, on va pouvoir aussi nettoyer les listes. Ça, c'est un gros boulot qu'on a fait aussi chez nous. C'est les adresses mal saisies, les adresses qui n'existent plus, les adresses qui bounce. Voilà, tout ça, il y a une hygiène à avoir sur sa base. Et encore une fois, on ne parle pas de choses très sophistiquées. Et puis, effectivement, on l'a vu avec nos amis des DNVB, quand on veut faire du direct to consumer, quand on veut faire du e-commerce, il faut informer, il faut divertir, il faut inspirer, il faut donner envie. Et là, il y a tout un tas de choses. Rappelez-vous, à l'époque, quand My Little Paris avait un peu innové en faisant cette newsletter avec une illustratrice qui changeait les codes, et à vous aussi de vous différencier pour pas que ça ressemble aux 22 autres emails qu'on a reçus cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se renouveler? On n'a pas l'impression d'envoyer le même mail promo produit tous les jours. Ça peut être la conception-rédaction, ça peut être le design, ça peut être la qualité du contenu, l'authenticité du contenu. Il y a plein de choses à aller chercher. Finalement, CRM, ça nous permet de réduire les coûts en automatisant une partie du processus. On peut être
plus efficace en termes marketing. On peut être capable de générer des ventes ou des revenus supplémentaires. S'il y a des moments où on sent que voilà, ça baisse un peu, on peut vraiment, de manière assez granulaire, réagir et augmenter la pression ou augmenter le service client. Et donc on voit bien que d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais ça continue en tout cas d'accélérer au niveau des logiciels de la gestion de relations clients. Tout simplement parce que demain, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de boîtes, petites ou grandes, qui ne sera pas équipée d'un outil de CRM. Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut-il encore nettoyer sa base, la retravailler, la segmenter, supprimer les contacts inactifs. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'obliger de bombarder des gens qui n'ont pas envie de vous écouter, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on envoie à qui, à quelle fréquence, et puis ceux qui veulent vraiment plus avoir de relation avec nous, leur donner une chance facile de se désabonner. C'est du temps perdu pour nous et pour eux si on continue à les forcer. Et effectivement, demain, on ira vers du quasiment Customer Success Platform. Donc là, c'est aller encore un peu plus loin avec cette analyse du NPS, de la satisfaction client, identifier la fidélité ou le churn. Donc voilà, on va encore nous inventer des nouvelles solutions pour aller un petit peu plus loin. Finalement, l'idée, c'est d'automatiser aussi une partie de ça, parce que si on veut pouvoir gagner en puissance, si on veut multiplier les actions, il y a des choses qui peuvent être un petit peu inventées au fil de l'eau comme ça, il y a des choses qui se planifient. On peut envoyer des messages de service en fonction, je ne sais pas, de la date d'anniversaire des gens, du dernier achat, enfin de tout un tas de choses pour automatiser une partie des actions qui peuvent être menées. Et donc, effectivement, le marketing automation, ça va bien au-delà du CRM. On va pouvoir, on va dire, segmenter dynamiquement les contacts. On va pouvoir cibler pas juste les emails, mais les SMS, les publicités Facebook. On va pouvoir relier tout ça aussi à l'inbound marketing avec les gens qui sont d'abord venus visiter le site ou une page spécifique ou une page produit, et on va pouvoir connecter tout ça ensemble. Et là, on voit que Fnac Darty ou d'autres sont tous en train d'y passer, parce qu'à un moment, si on veut scaler son marketing, si on veut scaler son data-driven marketing, il faut des outils, et ça prend un certain temps. Vous voyez, on n'a pas tous raison du premier coup. C'est quasiment 4 ans de R&D pour Fnac Darty, puis depuis, ils ont continué. Donc voilà, c'est un process qui n'est jamais vraiment terminé. Les outils se sophistiquent, on a des nouvelles fonctionnalités, et puis on va tester des nouvelles tactiques constamment. En plus, quand on a un contexte qui n'arrête pas d'évoluer, effectivement, ça aide pas. Alors évidemment, on n'en est encore qu'au début, et demain, on aura certainement ces algorithmes, ces IA qui vont nous aider à piloter de manière de plus en plus efficace et créative nos actions. Et puis, quand on a vendu, il y a quand même une dernière dimension qui n'est pas anodine, c'est celle du service et du support client. Alors, on s'était amusés tous et toutes à aller un peu expérimenter du côté de la voix. Un peu comme toute technologie, vous vous rappelez la courbe de Gartner, au début on est très enthousiaste, après on se rend compte que ça ne marche pas aussi vite et aussi bien qu'on voulait. Malgré tout, on s'équipe tous de plus en plus, au moins de Google Home ou d'Amazon Alexa. Pour les autres, c'est peut-être un peu moins populaire. Mais effectivement, demain, on peut se dire comment on va couvrir tous ces points de contact, du chatbot à la messagerie, du SMS à l'email, du live chat sur le site aux réseaux sociaux. On voit bien que demain, le même client, finalement, peut nous interpeller, peut démarrer une conversation ou une demande de support à un endroit et continuer à l'autre. On n'oublie pas le téléphone. C'est pas simple. Il faut des outils pour un petit peu tracer, pour coordonner, pour unifier en fait toutes ces actions. Et effectivement, si on ne le fait pas, demain, ça va être de plus en plus complexe parce qu'il y aura toujours des nouveaux points de contact. Demain, je devrais répondre à des avatars dans le métaverse ou, je ne sais pas, aller faire du support client en réalité augmentée dans le salon à distance de mes clients. Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça n'ira pas en simplifiant. Et donc, si je n'ai pas les bons outils pour permettre en omnicanal de suivre la même personne, le même client, ça va devenir de plus en plus compliqué. Bref, je vais m'arrêter là. C'est encore une fois qu'un petit extrait de ce beau rapport que l'équipe Insight nous a préparé, qui sera disponible lundi pour tous nos membres. Moi, j'ai envie de vous dire bon après-midi. Continuez de tester, d'expérimenter. Soyez curieux. Surtout, échangez entre vous, parce que vous avez vu, il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire qu'il y a peu de chances qu'on y arrive tout seul. Il faut d'abord travailler avec les autres métiers. Et il ne faut pas hésiter à aller échanger avec vos homologues, profiter de la communauté B2B du Hub Institute. Je pense que c'est toujours assez génial de pouvoir demander avec qui tu bosses, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Merci à vous et bon après-midi. Merci beaucoup Emmanuel.